En Vendée, une adolescente enlevée par un homme d'une quarantaine d'années avec qui elle avait une relation amoureuse a été assassinée. Le ravisseur est conduit est allé la chercher chez elle, l'a kidnappée. Le plan épervier a été déclenché. La jeune fille a été tuée par balle. L'homme est dans un état critique. La société française malade dans un cas sur 10 d'anxiété ou de dépression. Une vaste étude réalisée par l'OMS, étude portant sur 36 000 adultes. Les femmes sont les plus touchées. Le chômage et la situation de famille sont intimement liés. La campagne électorale aux États-Unis avec de nouveaux spots publicitaires où il est question de symboles animaliers. Les loups sont à l'affût sans George Bush pour défendre le pays. John Kerry est un aigle et le président sortant fait l'autruche. L'été indien sur une grande partie de la France, 26 degrés à Dax, des températures estivales non loin des records. Un samedi de vacances de Toussaint à la plage, plutôt inhabituel. Et puis le festival d'Auxerre avec les choristes à l'honneur. 8 millions de personnes ont vu le film. Ils vont pouvoir découvrir la chorale et son compositeur Bruno Coulet. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par cette tragédie. Une jeune fille de 16 ans a été enlevée ce matin en Vendée par un homme d'une quarantaine d'années qu'elle avait connu par Internet ou par SMS. L'histoire amoureuse a tourné au harcèlement, puis au drame. Ce soir, le corps d'Aurélie a été retrouvé sans vie. L'homme a sans doute tenté de retourner l'arme contre lui. Il est hospitalisé dans un état grave. Christelle Bertrand. Il est environ 8 heures ce matin. Un homme s'introduit dans cette maison. Il est armé d'un couteau. Il ligote la mère et l'endort, puis il force Aurélie, 16 ans, à le suivre. Dans la rue, la jeune fille appelle à l'aide. La gamine a crié laissez-le pas faire, je vais pas aller avec lui, empêchez-le de m'emmener. En voiture, le ravisseur quitte Jars-sur-Mer en Vendée. Le plan épervier est déclenché. Une centaine de gendarmes quadrillent la zone, aidés par un hélicoptère. La mère d'Aurélie explique aux gendarmes que sa fille connaissait le kidnappeur. En début d'année, Aurélie a envoyé par erreur un message écrit sur le téléphone portable de cet homme. Il répond et harcèle la jeune fille jusqu'à ce que sa mère porte plainte. C'est un homme d'une quarantaine d'années, qu'on connaît puisqu'il connaissait bien la victime, et quelqu'un qui n'habite pas sur le département, donc qui vient du nord de la France. Avec des antécédents de violence? Pas particulièrement. En tout cas, il n'est pas actuellement condamné pour des faits quelconques de ce type-là. En fin d'après-midi, les gendarmes retrouvent le ravisseur et Aurélie à l'Aiguillon-sur-Mer, à environ 30 km du domicile de sa mère. La jeune fille est morte, tuée par balle. L'homme est grièvement blessé. Il aurait tenté de se suicider. Ce soir, il est hospitalisé dans un service de réanimation. Près de 10 jours avant l'ouverture du procès d'Émile Louis dans l'affaire des disparus de Lyon, se sont déroulées aujourd'hui les obsèques de 2 des 7 victimes. Durant l'enquête, c'est Émile Louis qui avait indiqué l'endroit où il avait enterré leur corps. Ces victimes, tant d'années après, ont retrouvé une sépulture décente. Fanny Auvergne, Chloé Lecomte. Madeleine de Juste et Jacqueline Weiss, 2 enfants de la DAS, disparus à l'âge de 20 ans, enterrés 27 ans après leur mort. Dans le petit cortège pour les accompagner, leurs sœurs, des cousines éloignées, des nourrices de l'époque. Pour moi, elle est partie il y a 27 ans et je la revois toujours le matin où elle est partie. Vous voyez, j'arrive pas à me faire. Non, je suis bien contente d'avoir récupéré ma sœur. C'est dommage pour les autres filles, quoi. Pour moi, elle sera avec 2 mamans. Une maman au ciel et sa maman. Elle sera entourée. Avant, elle n'y était pas. Les corps de Madeleine de Juste et de Jacqueline Weiss ont été exhumés il y a 4 ans sur les indications d'Émile Louis. Les gendarmes et le juge d'instruction Benoît Lewandowski, chargé de l'enquête, sont venus soutenir les familles endeuillées. À la sortie de la messe, certains sont en colère. Ni le maire, ni le préfet, ni les responsables de la DAS n'ont fait le déplacement. C'était le moment ou jamais de rendre hommage à ces familles. Encore une fois, le geste n'a pas été fait. Je suis atterré pour les familles et scandalisé. Pour ces crimes, Émile Louis, le tueur présumé, sera jugé le 3 novembre prochain. Aujourd'hui, 5 autres jeunes filles de la DAS sont toujours portées disparues. À Villepinte, devant son collège, un adolescent a été poignardé hier par un garçon de son âge. Ses jours ne sont pas en danger. C'est la vengeance qui serait probablement le mobile de cette agression. Mathias Hillion, Arnaud Wurst.
Le sang de Jérémy a été recouvert de sable. La principale adjointe de ce collège de Villepinte ne comprend toujours pas pourquoi cet adolescent de 16 ans a failli mourir à la sortie de son établissement hier après-midi. L'origine supposée de l'altercation, un vol de moto. Les élèves se sont battus une première fois ici, je crois. Et en fait, ça a continué jusque là. Jérémy frappe au visage un élève qu'il croit impliqué dans le vol de son 2 roues. En retour, il reçoit 2 coups de couteau, perd beaucoup de sang. Le principal du collège intervient rapidement et stoppe l'hémorragie. Heureusement que le proviseur du collège était là, sinon mon fils, il mourrait. C'est grâce à lui si mon fils est encore en vie. Des enfants qui étaient un petit peu choqués, qui voulaient discuter avec la psychologue qui était sur place. Dès hier, le personnel de l'établissement a tout fait pour rassurer les adolescents et leurs parents. Le quartier est sans histoire, le collège bien coté. Personne ne comprend pourquoi l'un de ses élèves a sorti un couteau pour une banale histoire de vol. C'était un élève qui était, d'un point de vue scolaire, un petit peu perdu. C'est quand même un élève qu'on a tous aidé et on l'a aidé toujours à chercher un apprentissage. C'est quand même un élève qui veut vraiment s'en sortir. Tout le monde était très étonné aussi de sa part, quoi. Jérémy est toujours hospitalisé à l'hôpital de Bobigny. Après 5 heures d'opération, il est hors de danger. Son agresseur, mineur lui aussi, devrait être déféré au parquet dans les heures qui viennent. En Corse, contre le racisme, manifestation à Ajaccio, côte à côte des personnalités politiques et des citoyens qui ont voulu témoigner de leur solidarité à l'égard de la communauté musulmane victime d'actes racistes qui se multiplient ces derniers mois sur l'île. Yann Franti, Hugues Bouchard. Invasion arabe. Sur l'île, les graffitis racistes comme celui-ci se sont multipliés ces derniers temps. Aujourd'hui, près d'1 millier de Corses ont donc décidé de réagir, de dire non à la violence et à la xénophobie. Dans le cortège, de nombreux Maghrébins, une première, jamais ils n'avaient été autant à manifester. Ça c'est ma mère, donc ça fait des années qu'elle est là. Moi aussi, je suis mariée avec un Corse, j'ai une petite fille et je suis étudiante en droit. Donc j'ai toutes les raisons de vivre ici parce que j'aime la Corse et que je me suis toujours sentie ici chez moi. Contre le racisme et la xénophobie, tout simplement. On sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit, donc il faut réagir. Dans la foule, beaucoup de familles, des enfants, une majorité d'anonymes. Mais les politiques étaient là eux aussi, toutes tendances confondues. Par rapport à la communauté maghrébine, mon père a été médecin lieutenant au 1er régiment de tirailleurs marocains. Il a fait la guerre avec eux, ils ont libéré la Corse, ils ont libéré la France. Nous leur devons beaucoup. Au milieu de la foule également, quelques élus nationalistes. Beaucoup plus surprenant, cette équipe d'Al Jazeera, jamais la chaîne d'information arabe reçue dans le monde entier n'avait fait de reportage en Corse. Les événements de ces derniers mois intriguent désormais le public au-delà de nos frontières. Il faut dire que l'année dernière, selon un récent rapport remis au gouvernement, la moitié des actes racistes commis en France se sont produits sur l'île. En Polynésie française, Gaston Floss reprend le pouvoir quelques mois après l'avoir perdu. Le Conseil d'État cet après-midi conforte son élection. Les indépendantistes n'ont pas eu gain de cause. Reste un climat de crise politique où les socialistes, à commencer par François Hollande lui-même, demandent à nouveau à Jacques Chirac de dissoudre l'Assemblée. Jeff Wittenberg, Arnaud Boutet. Contesté peut-être, mais réélu. C'est tout ce qui importait hier à Gaston Floss et il n'a pas eu le triomphe modeste. 4 mois après, comme après une parenthèse, le chef de la droite polynésienne, le roi de Polynésie, comme certains l'appellent, retrouve donc son fauteuil. Ce sera, promet-il, son dernier mandat. Je le reconnais, j'ai commis des erreurs. Nous ne sommes que des hommes. Un seul candidat, un vote boycotté par l'opposition, un public qui vient en masse aux couleurs de son champion. Pour beaucoup, l'élection d'hier n'était pas vraiment digne d'une démocratie. Un simulacre, disent même les indépendantistes, les supporters d'Oscar Temaru, le président renversé, l'adversaire de Gaston Floss. C'est un dictateur, il est habitué à payer les gens. Et parmi tous ceux-là, il y en a qui aiment bien ça. Gaston Floss se défend. Je n'ai pas de valise à distribuer, je ne veux corrompre personne, même si c'est une première promesse alléchante qu'il fait aux Polynésiens. Nous proposerons de porter le SMIC à 125 000 francs. Pour que vous ayez un bon Papa Noël. Loin de la chaleur tahitienne, à Paris aujourd'hui, le Conseil d'État a donné un point à Gaston Floss en rejetant le recours déposé par Oscar Temaru. Un brevet de légalité donc que le gouvernement français reprend à son compte.
Cette élection s'est faite dans des conditions légales, conformément à la loi statutaire. Le problème n'est pas juridique, il est politique, pense la gauche. Le PS réclame que les Polynésiens retournent aux urnes. S'ils veulent le retour de M. Gaston Flosse, ils le diront. S'ils veulent mettre à bas un système fondé sur le clientélisme, la corruption et le népotisme, ils peuvent aussi le dire. À Papeete, la situation semble plus confuse que jamais. Oscar Temaru, qui se considère comme le seul élu légitime, affirme que Gaston Flosse est un président de pacotille. En principe, un nouveau vote de l'Assemblée aura lieu lundi. Concernant Cesare Battisti, cet ancien activiste d'extrême gauche italien toujours en fuite, Jean-Pierre Raffarin a signé aujourd'hui son décret d'extradition, l'aboutissement d'une série de procédures judiciaires. Il reste un dernier recours pour celui qui a été condamné à perpétuité à Milan, le Conseil d'État. Dans la Creuse, démission collective d'une trentaine de maires et de plus de 200 élus pour protester contre la disparition des services publics dans le département. Le ras-le-bol a commencé dès l'annonce au début de l'été de la fermeture des perceptions. Aujourd'hui, ce mouvement de colère a pris de la puissance. François Privat, Alain Darigrand. Des dizaines de démissions déposées à la tribune de l'association des maires de la Creuse devant un préfet médusé. 28 maires, un conseiller général et environ 240 élus municipaux protestent ainsi contre la disparition des services publics dans leur département. C'est un ras-le-bol des élus locaux. Nous n'avons absolument aucune réponse de l'État concernant l'avenir de nos services publics en Creuse. On constate tous les jours leur fermeture, on l'apprend par courrier, sans aucune concertation. Et donc aujourd'hui, les élus locaux en ont marre et ils le disent au préfet en démissionnant. Joël Philly, le préfet de la Creuse, ne cache pas son embarras. Il y a peut-être eu un sentiment de ras-le-bol dans certains cantons ruraux, éloignés. Mais je crois que ce ras-le-bol, il va devenir dialogue. Et donc, je crois que ces démissions, on en reparlera. Pontarion, 380 habitants et un château du XVe siècle à 60 km de Limoges. Ici, la poste et l'école ne semblent pas menacées. Le maire démissionnaire, Jackie Guillon, dénonce la fermeture de la perception. Vous voyez tout autour de vous qu'il y a un certain nombre de commerces. Ce centre-bourg est encore très animé par le commerce local, mais l'État va abandonner ce service public de proximité. À une très forte majorité, les maires de la Creuse ont voté le gel de la réorganisation des services publics. Un moratoire d'ores et déjà refusé par le préfet. Depuis des années, la redevance télé rentre mal. Pour y remédier, les députés ont décidé qu'elle serait perçue selon un nouveau dispositif. Désormais, la redevance télé, vitale pour le service public, est adossée à la taxe d'habitation. Elsa Palot. Vous êtes devant votre téléviseur, donc a priori, vous n'aurez pas à cocher la nouvelle case qui va apparaître sur votre prochaine déclaration de revenus. Je déclare ne pas posséder de poste de télévision. Car désormais, l'État part du principe que vous avez une télé chez vous et que vous devez acquitter votre redevance. Le but, piéger les 2 millions de foyers fraudeurs. Tout d'abord, vous paierez la taxe d'habitation et la redevance télé en même temps. Si vous êtes mensualisé, cette somme globale sera ventilée sur toute l'année. Autre nouveauté, vous ne paierez qu'une seule fois par foyer fiscal. Les résidences secondaires ne sont donc plus concernées. Dernière modification, les personnes qui ne paient pas de taxe d'habitation ne s'acquitteront plus de la redevance. Les autres exonérations restent en vigueur. Ainsi, 1 million de nouveaux foyers ne devraient plus payer cette taxe. Une taxe qui s'élèvera à 116 € en 2005, soit une baisse de 50 centimes. Grâce à cette réforme, l'État espère quand même récolter près de 70 millions d'euros supplémentaires l'année prochaine pour financer les radios et les télévisions publiques françaises. Aux États-Unis, la campagne électorale fait rage, chaque jour compte et rien ne départage vraiment les deux candidats. Tous les coups sont désormais permis et de nouveaux spots publicitaires de George Bush et John Kerry envahissent les écrans. Une campagne électorale qui n'a jamais coûté aussi cher, 4 milliards de dollars, un record. Stéphane Bretner. Une meute de loups qui tourne en rond, c'est la dernière trouvaille animalière cette fois-ci du camp républicain pour attaquer les démocrates. Les loups représentent les terroristes. Ils guettent, menaçant parce que John Kerry, explique le spot, a voté la réduction des activités de renseignement. Et comme à chaque fois, le camp d'en face réplique. Cette fois-ci, un aigle, emblème des États-Unis avec ce commentaire. L'animal voit à des kilomètres et sait changer de direction, à l'inverse de l'autruche comme George Bush, qui ne voit pas les problèmes puisqu'elle a la tête dans le sable.
À moins de 15 jours de l'élection, les deux candidats dépensent sans compter. Ces deux spots vont coûter plusieurs millions de dollars. Une goutte d'eau dans ce qui sera la campagne la plus chère de l'histoire des États-Unis. D'après une étude publiée par un groupe indépendant, l'élection présidentielle et sénatoriale devrait coûter près de 4 milliards de dollars, dont un tiers rien que pour la course à la Maison-Blanche, 30% de plus qu'en 2000. Comme le financement public n'existe pas, démocrates et républicains doivent trouver l'argent auprès de généreux donateurs. D'après l'étude, 2,5 milliards de dollars sont tombés dans les caisses des deux partis. On parle de milliards de dollars et à peine la moitié des électeurs ira voter. Il y a un écart énorme entre l'argent dépensé et la faiblesse de la participation. Il y a les dépenses directes, puis d'autres cachées selon les démocrates. Le camp Kerry accuse les membres du gouvernement Bush de se déplacer dans le pays pour vanter le bilan du président sortant sur le budget de l'État. Une polémique désormais entre les mains de la Cour des comptes qui devra trancher. La religion tient une place prédominante dans cette élection. George Bush est un chrétien évangéliste appartenant à ce mouvement protestant fondamentaliste qui représente entre 25 et 45% de la population. Des croyants qui pratiquent le prosélytisme et constituent un immense marché. On leur doit cette nouvelle pratique religieuse dans ces méga-churches, gigantesques paroisses, comme à Birmingham en Alabama où se sont rendus Jean-Jacques Dufour et Jean-Louis Melin. À Birmingham, on rencontre de drôles de paroissiens, du pasteur milliardaire au chauffeur de taxi touché par la grâce, la balade vaut le détour. Dieu a changé ma vie. Il y a 8 ans, j'étais accro à la coke, à l'alcool. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi à m'en sortir, à prendre un nouveau départ. Protestant, tendance évangélique, ici le protestantisme ressemble au fromage français, il y en a pour tous les goûts. James nous a conduits jusqu'à l'église de Brook Hills. 3000 places de parking, 4000 fidèles chaque dimanche. Cette église, baptisée Mega Church, ne ressemble à rien. Enfin, à rien qui ne fasse penser à un lieu de culte. En fait, quand on arrive, ça ressemble plutôt à une école ou un immeuble de bureau. Ça permet à ceux qui ne viennent pas souvent à l'église de ne pas se sentir agressés. Ça évite qu'ils arrivent là avec des idées préconçues. Sans idées préconçues mais surpris, nous avons suivi le guide, enfin le responsable de la com. Nous avons plusieurs bâtiments sur le campus. Celui qui est derrière moi permet d'étudier la Bible. Il sert aussi de restaurant. Nous avons également un centre d'aide psychologique et une église pour les sourds. Parmi les clients, les fidèles de Brook Hills, beaucoup de chrétiens rebutés par l'austérité des rites traditionnels. Nous n'aimons pas les rituels formels, trop austères. Ça manque d'émotion. Vous savez, nous avons une passion pour le Christ et l'émotion que l'on trouve ici nourrit notre foi. L'émotion, c'est celle des shows télé, un truc assez light et plutôt consensuel qui plaît beaucoup. Ces dernières années, des millions d'Américains ont rallié le mouvement évangélique. Parmi eux, il y a même d'anciens catholiques. Je n'avais pas cette relation personnelle avec Dieu quand j'étais catholique. J'avais peur de Dieu, enfin pas vraiment peur, mais je ne le voyais pas comme un ami. Des amis, ces prêcheurs en ont beaucoup. Le plus célèbre, c'est George W. Bush lui-même. C'est très agréable d'avoir un président qui ne cache pas ses croyances. C'est admirable qu'il parle de sa foi et je suis très fière de l'avoir comme leader du pays. 25 salariés à plein temps, 6 à 7 millions de dollars de budget annuel, Brook Hills est une sorte d'hypermarché de la foi. Un hyper qui brasse beaucoup d'argent pour la plus grande félicité des pasteurs. Rien de choquant, chez les protestants, l'argent, c'est un signe de la faveur de Dieu. Sur l'argent, la religion et la politique, ces démocrates opposés à la guerre en Irak ont des idées très éloignées de celles des évangéliques. Je respecte la religion, moi je m'intéresse beaucoup dans le bouddhisme, mais je crois que si on se présente comme religieux et puis on fait des choses comme Bush fait, ça ne marche pas. Et comme en écho, les cloches sonnent. C'est la voix de Dieu. À propos de voix, celles des évangéliques n'iront sûrement pas remplir les urnes du candidat démocrate.
Avant sa mort, l'acteur Christopher Reeve avait enregistré ce spot télé diffusé depuis hier aux États-Unis. Il lance un appel posthume pour les cellules souches, un vote en faveur de la recherche. Les électeurs de Californie, le 2 novembre prochain, se prononceront par référendum en même temps que le scrutin présidentiel. La veuve de Christopher Reeve a apporté son soutien cette semaine à John Kerry. Autre élection, celle-ci se déroule au Kosovo, des élections législatives qui devront dessiner l'avenir définitif de la province, pour l'instant administrée par les Nations Unies. Les Serbes semblent boycotter en grande partie cette élection. Une période donc de forte tension où les deux communautés, serbes et albanaises, ont bien du mal à cohabiter. La KFOR vient d'envoyer 3000 soldats supplémentaires pour assurer la sécurité de cette région divisée en deux. D'un côté, la partie serbe au nord, au sud, les Albanais. Depuis 5 ans, 25 000 soldats tentent de pacifier cette zone où les mafias européennes ont investi. Reportage Jérôme Soulard, Régis Maté. Derrière ces montagnes du Kosovo, la porte des Balkans, le Far West de l'Europe. Depuis 5 ans, la fin de la guerre, la mission des 25 000 soldats de la KFOR, c'est d'occuper le terrain. Car ce pays n'a plus d'État, plus de travail, et les mafias de la région y recrutent à tour de bras. Aujourd'hui encore, les Français cherchent des armes. Une simple opération de police, comme on en fait toutes les semaines. Mais après 5 ans de guerre, des milliers d'armes sont ici en circulation, dans les maisons, dans les voitures. Pour espérer la paix, il faut donc trouver les armes et les confisquer. Quelque part dans une caserne française, voici les prises des dernières semaines de travail de nos soldats. Des centaines de fusils d'assaut, des armes de poing. Ici, toutes les familles sont armées. Une simple querelle peut ainsi se régler rapidement à coups de Kalachnikov. Vous voyez celle-là par exemple, c'est une arme qui était cachée dans un jardin. Ils les cachent, ils savent qu'on cherche, donc ils nous les cachent, mais des fois on arrive quand même à les retrouver. C'est rare, mais on arrive à les retrouver. On a aussi trouvé il n'y a pas longtemps une arme égyptienne. Comment elles sont arrivées là, on n'arrive pas vraiment à le savoir. Vous allez retrouver les mines antipersonnelles. Dans quelques mois, les Kosovars devront assurer eux-mêmes les missions de police. Ils sont ici formés par l'armée française. Mais avant d'arrêter les criminels, on apprend d'abord à éviter les mauvais coups. Bien sûr, la guerre est finie depuis 5 ans, mais il y a encore beaucoup de problèmes. On ne sait vraiment pas ce qui se passe, qui commence, mais on espère que ça va s'arranger rapidement. Un peu plus loin à Pristina, ce sont des policiers américains sous couvert de l'OTAN qui tentent de priver la mafia albanaise de sa principale ressource, la prostitution. Les contrôles sont quotidiens. Plus de 200 maisons closes ont ainsi été fermées en 2003. Mais pour ces femmes bulgares ou albanaises, les 100 € par mois promis pour vendre leur corps valent bien tous les risques d'arrestation. L'objectif prioritaire des cops américains, c'est donc de protéger les mineurs et les femmes esclaves. Il y en aurait des milliers au Kosovo. Les victimes de la prostitution sont mises à l'abri dans un centre d'accueil. Là, elles reçoivent des soins et une aide psychologique. 5 ans après la fin de la guerre, la province du Kosovo est encore sous l'emprise des mafias. Les 25 000 soldats de la KFOR ont assuré la paix. Il faut à présent rétablir un état de droit, une police et une justice respectées par tous. En Irak, 2 attentats suicides qui ont fait au moins 14 victimes. Une voiture piégée a explosé à 200 km de la capitale, visant l'académie de police. 10 policiers sont morts, 40 autres blessés. Par ailleurs, un autre attentat s'est produit au sud de la ville de Samara. Enfin, l'armée américaine affirme avoir capturé un des chefs du groupe Al-Zarqawi. Violent tremblement de terre au Japon, plusieurs secousses à Tokyo et dans la région d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter. Le séisme a fait quelques victimes, 250 personnes sont blessées, plusieurs routes coupées, un train a déraillé, le point Loïc de la Mornay. Savoir rester naturel en direct et durant les secousses, c'est l'une des qualités requises pour être présentateur télé au Japon. La principale secousse s'est produite dans le port de Niigata, mais elle a été si puissante que même à 250 km de là, les tours de Tokyo ont tremblé. Dans les 2 heures qui ont suivi, 4 répliques dépassant 6 sur l'échelle de Richter ont frappé l'archipel. Pour l'instant, les secours déplorent 8 morts, dont 4 enfants, et sont toujours à la recherche d'une dizaine de disparus. Le séisme a également provoqué le déraillement du TGV Shinkansen, qui s'est renversé, heureusement sans faire de victimes. Un bilan tragique, mais sans commune mesure avec les 6000 morts de Kobe en 1995. Il y a quelques semaines, 1 million de Japonais avaient pris part à un gigantesque exercice de simulation. Le Japon
vit toujours dans la crainte du Big One, le séisme qui ravagerait tout l'archipel. Dans les gorges du Verdon, dans cette zone particulièrement abrupte et difficile d'accès, exercice grandeur nature où une soixantaine de pompiers venant de plusieurs départements sont intervenus sur un accident. Reportage Isabelle Stess, Christophe Larocca. Sur le chemin des vacances, une sortie de route dans les gorges du Verdon et c'est la chute vertigineuse. Aujourd'hui, l'accident est fictif, mais l'intervention des pompiers se fait en conditions réelles. Un exercice de secours aux victimes particulièrement périlleux. Celui qu'on va descendre par la falaise qui servira. Ok, bien reçu. Les personnes sont en bas. Les personnes sont à 120 mètres dessous, ouais. Apparemment, les victimes sont dégagées de la voiture. Elles vont arriver au pied du brancard. Et elles vont être remontées. Ça va prendre une petite demi-heure de remonter, ça. Les passagers piégés dans la voiture ne sont accessibles que par la falaise. 120 mètres de descente en rappel pour acheminer sur le site un médecin et des kilos de matériel. Des pompiers particulièrement aguerris aux interventions en milieu périlleux. Quels sont les risques ? D'une rupture de la corde. C'est tout. La voiture est bien réelle, accidentée il y a 2 ans. Comme à l'époque, l'évacuation des victimes se fait par hélicoptère au plus près de la paroi. Il semble que ce soit une intervention très délicate du fait du peu de dégagement et de la proximité des parois. Il y a 2 ans, une voiture a plongé dans le ravin et la personne à bord n'est pas décédée tout de suite, mais a dû être remontée au moyen de techniques grimpe. Le groupe d'intervention en milieu périlleux est rarement sollicité pour des accidents de la route dans les gorges du Verdon. Ici, les automobilistes sont prudents car les chutes sont toujours fatales. Photo instantanée de la société française, malade dans 1 cas sur 10 d'anxiété ou de dépression. C'est vrai, ces chiffres sont à prendre avec recul, mais ils proviennent d'une vaste étude réalisée par l'OMS et le ministère de la Santé, étude portant sur 36 000 adultes. Plusieurs tendances se dessinent, les femmes sont plus touchées que les hommes, et comme on pouvait s'y attendre, le chômage et la situation de famille sont intimement liés. Laurent Di, Francis Forger. Les Français sont de grands consommateurs de médicaments antidépresseurs ou psychotropes. Pas étonnant selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé sur les troubles psychiques en France. 36 000 personnes interrogées, 4 ans d'études et 2 chiffres marquants. 11% sortiraient d'un épisode dépressif récent. Par ailleurs, presque 13% déclaraient avoir souffert d'anxiété généralisée dans les 6 mois précédents. Derrière ces chiffres, des cas très disparates, les moins aigus et les plus fréquents, ne demandant pas une hospitalisation ou un traitement médicamenteux. Il y a un éventail de solutions plus simples. Il faut s'assurer que la personne a quelqu'un qui peut l'écouter. Il faut proposer des groupes de parole où ces gens peuvent s'exprimer. Il faut aider les proches, car répondre aux questions que se posent, l'inquiétude que posent les proches, c'est aussi aider le déprimé. L'enquête vient aussi confirmer une donnée connue des spécialistes. Les personnes les plus atteintes par les troubles psychodépressifs seraient les chômeurs et les femmes, et ce d'autant plus que leur niveau scolaire est bas. L'étude enfin permettra peut-être d'apporter un éclairage nouveau sur la question du suicide, qui reste aujourd'hui la 3e cause de mortalité en France. Avoir de bons yeux dès le plus jeune âge, c'est possible et même nécessaire. Des enfants qui ont des problèmes de scolarité n'ont peut-être que de légers troubles de la vision. Reportage Marie-Pierre Samitier, Bernie Mériot. Important de bien voir dès la maternelle à l'âge de 3 ans. C'est pour cela que les services de santé scolaire font passer des tests visuels ici aux tout petits avec une orthoptiste. Ce sont des tests adaptés au très jeune âge, 2 ou 3 ans. Tu me montres ceux qui sont pareils là? Oiseau avec. L'oiseau, d'accord. Et puis à côté, qu'est-ce qu'il y a? Voiture. Super. Regarde la lumière avec tes yeux. Ces contrôles vont permettre de repérer 5 à 6% des enfants pour une anomalie visuelle difficile à dépister. Elle a réussi à détecter comme ça des problèmes qui ont permis à ces enfants de rétablir vite la situation. L'objectif, repérer les enfants qui voient mal le plus tôt possible. Les élèves de Bordeaux passent au total 5 tests visuels jusqu'au CM2, alors que le Code de la santé publique n'en prévoit qu'un seul obligatoire avant l'entrée au CP. Nous estimons que des anomalies peuvent être détectées par les tests que l'on assure et on en envoie environ 10 à 15% selon les années vers une consultation d'ophtalmologie.
Les enfants bénéficient ainsi d'un traitement de faveur lié à l'histoire de la ville dont la médecine scolaire est autonome depuis 100 ans. Alors pour les élèves, la vue n'a plus de secret, ou presque. Astigmate et hypermétrope. C'est supermétrope ça, mais... Supermétrope. Non. Hypermétrope, c'est en fait quand on les met pas tout le temps, quand on les met de temps en temps. Voilà. Alors avis à ceux qui prétendent n'avoir rien vu au tableau, ici, il n'y a plus d'excuses. Voilà Paul, c'est terminé. En ce début des vacances de Toussaint, la première destination à l'étranger choisie par les Français est la Tunisie. Une destination qui commence à être choisie pour d'autres raisons que le soleil. En effet, la chirurgie esthétique y est pratiquée à moindre coût qu'en France. Et c'est par Internet qu'une agence de voyage propose des forfaits. Reportage Florence Boukia, Abdelzouyech. À l'aéroport de Tunis, chaque jour, les tours opérateurs accueillent des dizaines de touristes. Mais la responsable de cette agence attend une seule personne, Stéphanie. Stéphanie n'est pas une cliente comme les autres. Elle vient faire du tourisme esthétique, plus exactement se faire refaire les seins qu'elle estime trop petits. Cet hôtel dans lequel elle va séjourner plusieurs jours, la clinique, le chirurgien qui va l'opérer, elle ne les connaît que par Internet et téléphone. Alors pourquoi venir jusqu'ici? Parce que ça coûte 2400 €. Au lieu de 5000 en France. L'opération, la prise en charge, l'accueil, tout. Un taux de change très favorable en euros, des infirmières payées 4 fois moins qu'en France. Voilà la recette tunisienne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphanie, je suis Dr Chaibi. Après une nuit de repos, Stéphanie fait la connaissance de son médecin. Alors si j'ai bien compris votre courrier, vous êtes ici pour une augmentation mammaire. Ouais. Donc il s'agit de pose de prothèse mammaire. Je vous montre les prothèses d'essai. Là je pense que c'est bon, l'assise est symétrique. Donc c'est un quart de plus. D'accord? Le lendemain, juste avant l'anesthésie, le chirurgien explique précisément à la patiente comment il va procéder. Comme votre sein n'arrive que jusque-là, je vais être obligé de mettre la prothèse en dessous du muscle pectoral. Le docteur Chaibi a été formé aux États-Unis. Cette opération, il la facture à l'agence de voyage qui lui a confié la patiente. Et selon lui, les Françaises ne courent pas plus de risques à être opérées ici plutôt que dans leur pays. Dans la mesure où elles sont opérées par des personnes qui ont été formées en France ou aux États-Unis ou même ici, elles sont opérées de la même manière, techniquement parlant. Mais pour les patientes étrangères, je pense qu'on est peut-être encore plus diligent. Car celles qui arrivent de loin viennent souvent seules. Il faut donc aussi assurer leur bien-être après l'opération. 3 jours plus tard, Stéphanie passe la visite de contrôle et découvre sa nouvelle poitrine. Eh ben, c'est très bien. Je suis très contente. C'est très joli. L'agence esthétique à Tours, créée en janvier dernier, a déjà accueilli 360 patients français, suisses et canadiens. En Tunisie, le tourisme esthétique démarre très fort. L'été indien sur presque toute la France, un début de vacances de la Toussaint plutôt inhabituel. On frôle les records de douceur. Francis Mazoyer, Sébastien Mandlat. Le soleil au zénith, des températures autour de 26 degrés et surtout de bonnes vagues. Lacanau en octobre, c'est encore le paradis des surfeurs, même des plus intrépides. Là, c'est vraiment des conditions estivales. Hein. C'est l'automne indien qui perdure. C'est terrible. On en profite à fond. Bon, là, on va en profiter un petit peu moins, mais on va essayer de trouver une autre planche. Avec un ciel aussi bleu, certains couples apprécient le week-end en amoureux. Il y a aussi ceux qui viennent en famille et les sportifs amateurs de sensations fortes. Mais ils sont rares à oser se jeter à l'eau. Elle est très chaude, là. Enfin elle est à 18, donc ça va. Puis bon, il doit faire 23, 25, donc... Non, c'est vraiment bien, il y a des bonnes vagues, mais un peu trop, là, quand même. Les terrasses se remplissent à nouveau et les restaurateurs retrouvent le moral après un mauvais été. Les touristes sont là, français et étrangers, comme ce couple de luxembourgeois. On adore venir ici à la mer, c'est vraiment fantastique. Et il n'y a qu'à regarder et admirer, c'est tout. Il est encore temps d'en profiter. Cette météo estivale doit se maintenir durant tout le week-end. Après, il faudra ramer pour une longue traversée, celle de l'hiver, loin des plages et de l'océan.
Une vente aux enchères peu banale sont présentées depuis hier à l'hôtel d'Assaut une partie du mobilier de la famille Mitterrand. Peu de lot, mais les puristes s'y retrouveront. Des meubles design des années 70 venant de la rue de Bièvre ou de Latché. Pauline Revenaz, Didier Rancoeur. 15 pièces de mobilier mises en vente par Daniel Mitterrand. Voici la table de la salle à manger de la rue de Bièvre. Une création d'un designer danois, Poul Kierholm. Estimation entre 4 000 et 6 000 euros. Un fauteuil de repos entre 2 000 et 2 500 euros. Et cette chaise longue, Le Corbusier, cuir et métal chromé provenant de la maison de Latché. Un style moderne et minimaliste, tel est l'univers de la famille Mitterrand. Regardez, ce sont leurs meubles. Et leur destin n'a pas changé leur fidélité à cet environnement. Et à cet égard, je trouve ça rare, digne et riche. Parmi les curieux, des nostalgiques de l'ancien président, mais surtout des collectionneurs. Il n'est pas spécialement en bon état, il est encore réédité aujourd'hui. Il n'est pas d'une époque particulièrement non plus intéressante, c'est plutôt, je dirais, sa valeur historique. Ah, si ces meubles pouvaient parler. Pour quelqu'un qui fait de la psychanalyse, c'est extraordinaire d'avoir un divan comme ça, de cette provenance. Que de secrets peut être échangé dans ces chauffeuses après un repas entre amis. Aujourd'hui, Daniel Mitterrand dit vouloir changer de mobilier. En réalité, la famille est confrontée à des difficultés financières. Pour payer la caution du fils Jean-Christophe, mis en examen pour des ventes d'armes présumées à l'Angola, le 22 de la rue de Bièvre a été hypothéqué. On sait bien que s'ils étaient milliardaires, ils ne vendraient pas leurs meubles. Bon, je pense que donc c'est une nécessité. Je pense aussi que la mémoire, elle n'est pas dans des meubles. Moi, je le verrais toujours allongé sur ça, Le Corbusier. Lui, ça lui aurait fait mal. Il avait peu de meubles, mais il les aimait profondément. Avec ce supplément d'âme, les prix pourraient s'envoler mardi soir. Une date choisie au hasard, mais coïncidence, ce jour-là, François Mitterrand aurait eu 88 ans. Le festival d'Auxerre avec les choristes à l'honneur. 8 millions de personnes ont vu le film. Ils vont pouvoir découvrir la chorale et son compositeur Bruno Coulet. Reportage Claude Crespo, Mathieu Bierden. Dans le ciel d'Auxerre, les voix d'or des petits chanteurs de Saint-Marc. On aura reconnu la chanson phare du film, les choristes. Retrouvailles aujourd'hui pour toute l'équipe, grâce à ce concert en hommage au compositeur Bruno Coulet. Il entend pour la première fois ses notes servies par un orchestre symphonique. C'est pas du tout la même écoute et le même regard, si je puis dire, sur la musique. Une musique de film, d'une certaine manière, meurt avec le film. Dès qu'elle sort du film, et qu'elle existe comme ça en concert, elle a un autre visage, elle exprime d'autres sentiments. Bruno Coulet a également écrit pour une centaine de films. Jean-Baptiste Monnier interprète la musique de l'enfant qui voulait être un ours. Deux ans de plus pour Jean-Baptiste. Il est plus mûr, mais toujours aussi heureux de son aventure. Et avec lucidité, il apprécie d'être pour quelque chose dans la renaissance du chant choral. C'est vrai que la chorale, c'est pas le style de musique que j'écoute tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un peu plus, on va dire, la chorale en fait c'est un petit peu démodé. Mais grâce maintenant au film, les choristes, c'est revenu à la mode. Que celle ou celui qui ce soir n'a pas écrasé une larme me jette le premier mouchoir. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Rioué. 20h55, on a tous dans le cœur, présenté par Nagui. Demain, thé au café avec Catherine Sellac. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.